L'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas est entrée en campagne contre les produits israéliens fabriqués dans les colonies juives de Cisjordanie. Terminer les fruits et légumes cultivés dans la vallée du Jourdain. Terminer également les masques anti-rides fabriqués dans la zone industrielle de Barkhane. Tout Palestinien qui se livrera désormais au négoce avec des colons israéliens risque 2 à 5 ans de prison et 16 000 € d'amende. L'objectif, c'est de promouvoir l'économie palestinienne, mais aussi d'affaiblir les 500 000 colons de Cisjordanie. On en parle avec vous, Monsieur Chagnolo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités et spécialiste de la question palestinienne. Vous êtes aussi directeur de la revue Confluence Méditerranée. Notre correspondant à Jérusalem, Gallagher Fenwick, est également avec nous par téléphone. Mais d'abord, regardons le reportage qu'il a réalisé en Cisjordanie. Ces inspecteurs palestiniens passent au peigne fin les étagères de ce supermarché en Cisjordanie à la recherche de produits en provenance des colonies, comme ces dates. Ça vient du Jourdain, et on sait qu'il y a plein de colonies là-bas. Donc on va saisir cette marchandise et puis on la détruira plus tard. C'est la toute dernière forme de résistance palestinienne. Elle consiste à identifier et boycotter les produits comme ces dates, récoltés, puis empaquetés dans une colonie. Les colonies sont en territoire occupé en Palestine. Elles sont là pour nous empêcher d'établir notre propre État. Et elles font du tort à notre économie. Tout ce qui est lié à ces colonies est illégal, car elles violent tous les accords de paix que les Palestiniens ont signés avec les Israéliens de par le passé. La campagne menée par l'autorité palestinienne vise les consommateurs, mais aussi les distributeurs qui revendent ces produits. Ces derniers, qui risquent jusqu'à 10 000 € d'amende et 5 ans de prison, se montrent généralement très coopératifs. Je ne veux pas de produits des colonies. Allez-y, prenez ces produits et qu'ils brûlent en enfer. Des supermarchés aux rues, des milliers d'étudiants ont également été déployés afin de distribuer aux habitants un petit livret avec tous les noms des produits incriminés auxquels la chasse est déclarée. C'est bien palestinien, n'est-ce pas ? D'ici la fin de l'année, les officiels palestiniens veulent voir cet autocollant sur chaque maison de Cisjordanie. Il certifie que cette résidence ne contient aucun produit des colonies. Le gouvernement israélien parle d'une mesure qui incite à la haine et entrave les liens entre les deux parties. Le ministre de l'économie palestinien s'en défend. Mais si on fait de l'incitation contre nos propres produits palestiniens, puisque d'un côté on décourage nos concitoyens de consommer des produits des colonies, mais de l'autre, on admet sans problème des produits d'Israël. La campagne encourage également les Palestiniens à ne plus fréquenter les établissements israéliens installés en Cisjordanie. C'est le cas des supermarchés Discount, dont Rami Levy est propriétaire. Vous savez, c'est dommage, il y a de très bons produits dans cette liste et nous avons les meilleurs prix. Ils devraient dire à leurs politiciens de se concentrer sur les efforts de paix plutôt que de lancer des opérations de boycott. Nous avons beaucoup de clients palestiniens et nous employons également beaucoup de Palestiniens que nous payons très bien. Les consommateurs sont avertis. Prochaine cible de la campagne, les Palestiniens qui travaillent dans les colonies. Le but de leurs dirigeants étant de couper tous les liens avec l'économie des colons. Et je suis toujours en compagnie de Monsieur Chagnolo, mais également de Gallagher Fenwick, qui est en direct de Jérusalem. Gallagher, le but de ce boycott, on l'a vu, c'est de nuire aux colons, mais aussi de favoriser les produits palestiniens. Est-ce que les habitants de Cisjordanie vont respecter ce boycott? Ne risquent-ils pas de se pénaliser eux-mêmes? Alors, sur le suivi, c'est difficile à mesurer pour le moment car l'initiative est relativement récente, donc il faudra encore un peu de temps avant de pouvoir mesurer sa popularité, son impact réel à la fois sur l'économie palestinienne mais aussi sur celle des colonies. Cela dit, les autorités palestiniennes font remarquer que près de 3000 personnes, essentiellement des étudiants, se sont portées volontaires dès les premiers jours pour aller prêcher la bonne parole de maison en maison. Et c'est vrai qu'en les ayant suivis un petit peu, j'ai pu constater dans les foyers où je me suis rendu avec eux un certain enthousiasme, une approbation à l'idée de ne pas contribuer à l'économie des colonies. Maintenant, c'est vrai que ces deux économies, la palestinienne et celle des colonies, sont tellement imbriquées qu'en pénalisant l'une, à un moment ou à un autre, vous allez pénaliser l'autre. Et c'est ce que nous font remarquer, d'ailleurs, non sans ironie, la plupart des Israéliens avec lesquels nous nous sommes entretenus à ce sujet. Vous avez vu, par exemple, dans le sujet, le propriétaire des supermarchés, Rami Levy, qui nous parlait devant ses employés arabes israéliens, des Palestiniens qui perdront leur emploi s'ils doivent fermer ces supermarchés en Cisjordanie. Eh bien, à cela, l'autorité
palestinienne, elle répond qu'elle cherche des emplois alternatifs pour tous ces travailleurs qui sont très nombreux, même si on n'a pas de chiffre exact là-dessus. L'autorité palestinienne qui explique que c'est notamment avec le manque à gagner, cet argent qu'elle va récupérer de l'économie des colonies, qu'elle va créer de nouveaux emplois. Et elle demande en attendant aux autorités israéliennes bien de donner des permis à ces Palestiniens de Cisjordanie pour qu'ils puissent aller travailler en Israël, puisque ça ne sont pas toutes les entreprises israéliennes qui sont boycottées, mais uniquement celles des colonies. Merci Gallagher. Alors, Monsieur Chaniolo, je me tourne vers vous maintenant. Quel est l'objectif réel de ce boycott? Est-il économique ou simplement symbolique? Je crois qu'il faut, comme ça a été très bien expliqué dans votre reportage, rappeler une évidence. Nous parlons non pas des produits qui viennent d'Israël, mais des produits qui sont fabriqués dans les colonies, c'est-à-dire dans les parties de la Cisjordanie qui ont été confisquées par les Israéliens et sur lesquels il y a un certain nombre de gens qui vivent. Ils sont actuellement, au total, en comptant Jérusalem, vous l'avez dit, 500 000. Et c'est parfaitement illégal. Et toutes les résolutions du Conseil de sécurité, enfin un grand nombre de résolutions l'ont dit. Donc qu'est-ce que c'est que cette mesure? C'est de rappeler que ces colonies sont illégales. Je crois que c'est ça qui est important, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est aussi une forme de résistance de la part des Palestiniens dans le cadre d'un projet qui est celui du Premier ministre actuel, qui s'appelle Salim Fayyad, qui veut construire un État pour 2011. Il y a toute une série de choses qui sont faites et ça s'inscrit au fond dans cette perspective, non pas d'un point de vue institutionnel cette fois-ci, mais d'un point de vue économique. Donc dire voilà, l'économie, nous voulons notre économie, nous ne voulons pas être liés à cette économie des colonies qui est une fois encore tout à fait illégale. C'est au fond essentiellement une mesure, je dirais, politique, symbolique, beaucoup plus qu'économique, même si bien entendu, comme ça a été expliqué, il y a des retombées et des incidences économiques. Alors justement, est-ce que cette décision peut fonctionner avec ce système de sanctions à la clé? Les sanctions, je ne suis pas tellement certain qu'elles auront lieu pour plein de raisons, mais surtout en amont, je crois que les Palestiniens, enfin la plupart des Palestiniens, j'ai une certaine pratique de ces territoires, seront d'accord avec la mesure, parce que au fond, en plus, c'est une manière de se battre qui est relativement simple. On n'achète pas les produits des colonies. Se battre dans des circonstances qui sont difficiles, parce que finalement aujourd'hui les Palestiniens sont extrêmement déçus et ont une vie très difficile en raison de l'absence de perspectives politiques. Là au moins il y a quelque chose de concret qui se passe, quoi. Alors comment réagissent les colons israéliens? Est-ce qu'ils vont être impactés par cette mesure? Les colons israéliens, vous savez, ils vont être dans leur monde, ils sont dans des bulles et ils vont estimer que c'est inacceptable, que ceci ou cela, enfin ils vont certainement protester. Mais ils sont dans une situation d'occupants, hein. C'est ça qu'il faut absolument rappeler. Bon, et je pense que ça ne va pas beaucoup nuire à leur propre économie, ils ont d'autres façons d'exporter leurs produits. Mais au moins, ça pose la question centrale de l'illégalité de ces colonies. Et j'ajoute un point important, c'est qu'il y a en France, en Europe, dans pas mal de pays du monde, des organisations, des associations, quelquefois même des autorités politiques qui soutiennent ça, l'idée d'un boycott, non pas des produits israéliens, une fois encore, mais des produits des colonies. Et l'idée est très simple, puisque ce sont des produits qui viennent d'espaces illégaux, eh bien, il faut qu'on en paye le prix quelque part. Et par conséquent, par exemple, en France, il y a des organisations qui disent, eh bien, il faut boycotter les produits des colonies. C'est tout à fait, au fond, logique comme démarche. Et ça ne touche pas, une fois encore, les produits qui viennent d'Israël. C'est une autre question. On reconnaît Israël, la question n'est pas là, mais on n'accepte pas l'idée de cette illégalité des colonies. Ce sont des faits accomplis, tout simplement. Et c'est pas le temps qui passe, ça fait des dizaines d'années maintenant, qui doit, en quelque sorte, conforter ou bien dépasser l'illégalité. Même si ça dure pendant 30 ans, ça reste illégal. Merci beaucoup, Monsieur Chaniolo, d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce Focus. L'information continue sur France 24.